Donc, d'assurer ce lieu sûr pour tout le monde. Alors, pour vous donner un peu de contexte, eh bien, l'insécurité alimentaire a beaucoup de conséquences négatives. Alors, une approche durable est nécessaire pour que le Canada puisse satisfaire l'obligation aux droits alimentaires. Nous tentons de nous éloigner de cette approche inadéquate et nous diriger vers une approche qui soit durable. Nous accueillons nos panélistes, Graf Bridges, qui était ancien directeur sur le travail social et il a rédigé des articles sur la question de la durabilité de la sécurité alimentaire. Nous avons Ramsey Hart, qui est directeur exécutif du Community Food Center à Perth. Et nous le remercions de se joindre à nous. Nous avons également Courtney O'Neill, qui est diététicienne, fondatrice et coordonnatrice du Food Council, où elle tente de favoriser la collaboration et réduire l'insécurité alimentaire des ménages. Merci d'être là. Nous allons commencer. Chaque panéliste pourra donner un résumé d'une ou 2 minutes sur leur sujet avant que nous passions aux questions préparées. Chaque panéliste aura l'occasion de répondre aux questions préparées. Pour respecter l'horaire, et nous sommes déjà un peu en retard, nous allons devoir peut-être vous interrompre si vos réponses sont trop longues et je dois passer au prochain panéliste. Alors, nous allons commencer avec vous, Courtney. Pourriez-vous nous donner un bref résumé sur la durabilité de la sécurité alimentaire? Oui, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. J'ai bien hâte d'avoir cette discussion. Même si je suis panéliste, j'ai l'impression et j'estime que je suis une apprenante et une étudiante. Lorsque j'ai pensé à la durabilité, eh bien, ce qui vient à l'esprit, tout d'abord, c'est l'alimentation. Alors, ce qu'on fait à Simcoe, au comté de Simcoe, pour faire en sorte que ce soit un projet qui soit durable. Comment favoriser les relations avec les clients ou les partenaires sont des sujets au cœur de nos activités. Alors, j'ai beaucoup songé, réfléchi à la durabilité de la sécurité alimentaire. Alors, j'ai essayé de conceptualiser la durabilité. J'espère pouvoir partager avec vous notre expérience, les hauts et les bas. Merci, Courtney. Graham, pourriez-vous résumer vos observations sur le sujet? Mais vous êtes en sourdine. Je dirais que la discussion me ramène 40 ans en arrière. Lorsque les banques alimentaires sont d'abord arrivées au Canada, nous avons importé le concept des États-Unis. Et j'ai une opinion critique de la question. Je me demande pourquoi un pays aussi riche que le Canada, nous produisons des céréales pour nourrir la planète entière. Nous avons tout de même un État-providence. Nous sommes tout de même sécurisés pour ce qui est des approches axées sur les revenus. Alors, on doit maintenant utiliser le modèle ou avoir recours au modèle américain qui ne représente pas le modèle que nous avons au Canada. Alors, voilà mes observations. J'ai fait de la recherche dans les années 80 et le droit alimentaire est devenu pour moi un concept important, ce qu'on devrait faire et pourquoi. Cependant, 40 ans plus tard, nous ne sommes toujours pas arrivés à l'objectif. Merci beaucoup, Graham. Ramsey, un résumé rapide. Alors, une grande question, mais un résumé rapide. Moi, je suis oncologue et donc la durabilité, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis longtemps. Pour ce qui est du système alimentaire et la durabilité, eh bien, il faut réfléchir au système
dans lequel nous nous trouvons et quels sont les impacts à long terme des initiatives que nous entreprenons et quelles sont les répercussions réelles au niveau des systèmes et non seulement au niveau du particulier ou de l'individu. C'est peut-être là où je réfléchis aux sommes d'argent dont on a besoin, où on peut aller chercher ces sommes d'argent pour pouvoir avoir des ressources durables. Merci beaucoup. Oui, c'est une grande question. Nous allons entrer un peu plus dans les détails. C'est bien d'entendre toutes les perspectives différentes que vous avez. Nous allons passer aux questions pour les panélistes. Je vous rappelle que nous aurons quelques instants à la fin de la séance. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le clavardage dans Zoom. Pour les panélistes, nous avons environ 2 minutes allouées pour les réponses. Nous savons que certaines réponses seront plus longues et d'autres plus courtes. Ce ne sont que des lignes directrices. Une grande question. Comment définir le droit alimentaire ou le droit à des aliments? Graham? Eh bien, je pense qu'avant de définir l'alimentation, il faut définir l'insécurité et la sécurité alimentaire. Alors, la sécurité alimentaire, c'est un accès en tout moment à une source alimentaire parce que ça soulève la question de la disponibilité des aliments. Alors, c'est une autre façon de voir la durabilité, l'insécurité alimentaire. Par contre, il y a eu de la recherche au Canada. Cela signifie essentiellement un manque d'accès aux aliments en raison de contraintes financières. Alors, ce droit aux aliments, eh bien, je vais vous donner une définition des droits de la personne. Alors, c'est un accès économique et financier à tout moment aux aliments. Ce que ça veut dire essentiellement, et c'est du bureau du haut-commissaire des Nations unies, ce droit à des aliments, eh bien, c'est le droit aux individus, aux familles de se nourrir. C'est une question de disponibilité, de la production et des droits fonciers pour les Autochtones notamment et les Autochtones qui ont été dépossédés et toutes les années pendant lesquelles ils ont vécu l'insécurité alimentaire. Il faut avoir de l'argent dans les poches dans cette société de marché pour entrer dans un magasin, comme tout le monde, pour acheter l'aliment de votre choix. Nous en parlerons un peu plus tard, plus en détail, mais ça revient à la Convention des Nations unies que le Canada a ratifiée, qui porte sur le droit à un niveau adéquat de vie, de standards de vie. Alors, je pense que vous pourriez continuer longtemps. Je sais que vous avez fait beaucoup de travail dans ce domaine. Merci beaucoup d'avoir partagé votre opinion. Nous allons maintenant passer à Ramsey. Comment définir ce droit aux aliments ou le droit à la nourriture? Je pense que Graham a fait un très bon travail de définition théorique et il y en a d'autres qui existent. Et pour revenir à ce que Graham a dit, c'est soit d'avoir accès, comme il a dit, de l'argent dans votre poche pour faire ses choix ou l'accès aux terres ou ressources pour avoir certains débouchés ou certaines possibilités. Et c'est ce qu'on a vu dans les communautés autochtones et dans le Nord en particulier, où l'accès aux terres et aux ressources est probablement l'aspect le plus important. Et c'est une manifestation de ce droit aux aliments. Étant donné l'auditoire, comment ce droit aux aliments se manifeste-t-elle dans nos organisations? Il faut reconnaître, bien sûr, que nous avons des limites dans nos approches fondées sur les banques alimentaires. Comment aborder la chose pour ce qui est d'offrir des aliments? Est-ce qu'on limite les gens? Et comme on l'a dit ce matin, est-ce qu'on a en tête cette notion de rareté ou est-ce qu'on doit s'assurer est-ce que tout le monde y ait accès?
pour que les gens puissent ramener le plus grand nombre de produits frais possible à la maison, ou est-ce qu'on dit non, vous avez droit à 3 pommes et 2 bananes, par exemple? Alors, c'est une façon de concevoir le droit aux aliments. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut, bien sûr, pouvoir satisfaire les attentes au sein de nos organisations. Alors, Courtney, comment définissez-vous ce droit aux aliments? Eh bien, je crois que c'est un droit humanitaire, comme il a été dit. Alors, je me fie toujours à cette définition, la même que Graham a donnée. Et donc, l'accès financier et physique, comme les deux autres panélistes l'ont dit, l'accès financier et l'accès à une quantité suffisante d'aliments. Eh bien, chez nous, comment travailler avec les partenaires qui travaillent sur le terrain pour leur donner les outils et de sensibiliser la question financière, c'est-à-dire que les aliments ne vont pas résoudre tous les problèmes. Lorsque je pense à l'accès physique, eh bien, je pense au paysage municipal. On vient d'avoir des élections, par exemple, c'est-à-dire des moyens de transport qui soient accessibles, ainsi que l'accès aux sites pour obtenir des aliments et d'avoir accès à des terres pour pouvoir faire pousser ses propres aliments. Il y a également la question de la dignité. Comment y réfléchir? Il faut s'assurer que c'est ce qui se passe dans nos espaces communs ou communautaires. Merci. Vous avez ramené certains sujets de ce matin avec Katie. Quelle est l'approche actuelle pour ce qui est de la sécurité alimentaire au Canada? Commençons avec Ramsey. Graham l'a mentionné, ça remonte à 40 ans lorsqu'on a importé un modèle. Eh bien, il y a eu l'érosion graduelle de notre filet de sécurité sociale parce qu'il y a eu le néolibéralisme et le capitalisme. Alors, voilà où nous en sommes. Alors, on regarde les taux que reçoivent les gens dans le cadre de programmes tels que le POSPH ou l'OT et les salaires que les gens reçoivent. Voilà comment nous en sommes arrivés au point où nous en sommes. Alors, malgré le fait que ce soit un droit reconnu, la sécurité alimentaire a été reléguée au secteur sans but lucratif. Alors, voilà comment nous en sommes arrivés à ce point. Merci. Mes collègues est en train et moi sommes toujours en train de faire des blagues sur le capitalisme. C'est comme Scooby-Doo dont on enlève le masque. Alors, Courtney, oui, je suis du même avis. Je remonte à plus loin, à des années 1800. Les comtés avaient des maisons de refuge pour ceux qui étaient sans abri ou qui n'avaient pas accès à des aliments. Eh bien, on a adopté ce modèle des banques alimentaires depuis 40 ans, mais ça fait des centenaires, des siècles que nous avons un mode réactif. Vous savez, les organismes de bienfaisance sont souvent ancrés dans des organismes religieux ou autres. Eh bien, j'ai dit que tout ce qu'il y a en ce moment, ce sont les banques alimentaires et c'est là où va l'argent. Si ces organisations sont les seules qui réalisent ce travail, eh bien, c'est là où on enverra l'argent. Alors, ça m'a fait réfléchir au travail que nous réalisons. Il faut se diversifier. Il ne faut pas avoir tous les œufs dans le même panier. Et c'est d'autant plus complexe par le capitalisme, la volatilité économique, le racisme, les inégalités sociales. Et ça amplifie le problème. La dernière chose que je dirais, lorsqu'on parle de ce
cette question, on parle d'alimentation et cela a un lien avec l'agriculture. Il y a un certain nombre d'années, nous avions tous un lien avec les fermes, soit que nos familles produisaient des aliments, mais maintenant, il n'y a que 2 des gens qui produisent nos aliments. Alors, notre relation aux aliments a changé. Cela a permis d'avoir beaucoup de modernisation dans notre monde, mais cela a changé la définition des aliments et notre compréhension des aliments. Alors, il y a différentes couches qui expliquent pourquoi nous en sommes à ce point. Merci, Courtney. Graham, à vous la parole. Eh bien, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Le contexte historique est essentiel pour qu'on puisse comprendre les choses. Si on revient à ce droit à l'alimentation, eh bien, on remonte à la Magna Carta et où ça a été bien décrit. On voyait, par exemple, le rôle de l'Église au fil des années. Les organismes de bienfaisance ont toujours été la garantie pour certaines personnes ou une aide pour certaines personnes lorsque le gouvernement n'agissait pas sur la question. Nous avons parlé des droits et moi, j'en parle beaucoup. Mais il faut bien comprendre que l'alimentation est un besoin de base pour les humains et pour les espèces. L'eau, c'est la même chose, et l'air également. Ces questions sont soulevées de plus en plus en raison des changements climatiques. Je crois que c'est une autre façon de faire en sorte que les gens et le gouvernement puissent prendre la question plus au sérieux. L'autre chose que je dirais, si je remonte à 1976, lorsque le Canada a ratifié la Convention sur les droits économiques, sociaux et culturels, le Canada indiquait qu'elle prenait au sérieux les obligations en vertu du droit international pour pouvoir régler la question de la faim au pays. Eh bien, ce n'est plus mentionné. On ne trouve plus de partis politiques qui sont prêts à parler de l'aspect sérieux de la question. On a vu la Colombie-Britannique qui maintenant a décidé d'adopter une approche de fournir des aliments aux gens, malgré le fait. Bon, c'est un bon signe ici en Colombie-Britannique. Ils ont enchâssé la Convention des droits des Autochtones dans un texte législatif. Alors, pourquoi ne pourrait-on pas faire la même chose pour les droits économiques, sociaux et culturels dans nos lois au pays? Parce que ça décrit qu'il faut respecter les droits et ce que ça signifie en pratique. Nous avons des examens périodiques où on doit faire le bilan en tant que pays, mais nous sommes piégés dans ce style américain d'aborder le problème. J'ai lu les sites web de Ramsey et de Courtney. Ils sont fabuleux et ils décrivent bien ce qu'on devrait faire. Je me suis inscrit au bulletin. Je pense que c'est essentiel de présenter ces enjeux ou ces questions au gouvernement. Merci, Graham. Je pense que ça emboîte bien le pas à la prochaine question. Nous allons poser la question. Le gouvernement devrait être responsable de quoi au juste en ce qui a trait
L'interprète regrette, il semble y avoir une perte de communication avec Mme Watson. Eh bien, votre écran a gelé, Madison. Et donc, la question à laquelle on vient tout juste de répondre. Alors, vous avez parlé du rôle des gouvernements. Désolé. Quelques difficultés techniques. Alors, le rôle des gouvernements. Quel devrait être le rôle des gouvernements? Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. Vous ne m'avez peut-être pas entendu le dire, mais je l'ai dit. Alors, je vais commencer avec Courtney. Alors, quel est le rôle des gouvernements relativement à ce droit à l'alimentation? Eh bien, je suis d'abord reconnaissante que Graham se soit inscrit à notre bulletin. Merci. Alors, lorsqu'on songe à la définition pour que les gens aient accès à des aliments à tout moment et l'accès physique et économique ou financier, il faut voir quels sont les rôles que jouent les gouvernements. Ce dont on a appris, ce qu'on a appris, eh bien, il faut que les gouvernements travaillent conjointement pour que l'argent puisse nous parvenir pour mettre en œuvre certaines mesures et que cette question soit à l'ordre du jour pour que les mesures soient concrétisées, parce que ça touche tous les aspects de notre vie. Il y a différents ordres de gouvernement. Par exemple, à l'échelle municipale, on pense au transport en commun, au logement abordable. Il faut ainsi assurer à ce qu'on ait les moyens financiers pour avoir accès à l'alimentation. Et on peut ainsi avoir de l'information sur l'alimentation. Et je pense qu'à l'échelle fédérale provinciale, il y a les programmes de soutien aux revenus. Il faut bien sûr comprendre quel ordre de gouvernement fait quoi. Il faut ensuite établir des liens. S'il y a des gens qui disent, voilà, notre organisation ne fait pas cela, mais se concentre davantage sur la distribution d'aliments, eh bien, je dois vous dire que votre organisation doit faire partie de la discussion pour transmettre ces messages avec les bénévoles, avec les bailleurs de fonds. Comment peut-on faire en sorte que les organisations fassent le travail de base pour communiquer ces messages lorsqu'ils n'ont pas la largeur de bande pour le faire eux-mêmes? Merci, Courtney. Ramsey. Quelle devrait être la responsabilité du gouvernement en ce qui a trait au droit à l'alimentation? Eh bien, tout d'abord, la distribution des ressources. Tout d'abord, c'est la priorité. Oui, je suis d'accord avec Courtney. Tous les ordres de gouvernement peuvent jouer un rôle. Dans les trois secteurs que j'ai soulignés, eh bien, la distribution des revenus, la sécurité et l'infrastructure. Nous avons passé pas mal de temps à nous concentrer sur les gouvernements municipaux autour de la table parce que Ottawa, c'est tout près. Ça semble pourtant très loin. Pour ce qui est des activités de défense, on se concentre sur la municipalité. Nous avons une trousse municipale pour travailler avec nos réseaux. Nous avons offert une trousse d'outils aux municipalités pour leur montrer comment être plus proactifs. Et nous sommes aussi en communication avec le planificateur de la ville de Perth sur son plan officiel, c'est-à-dire comment on peut faire davantage pour venir en aide aux gens. Alors, je crois qu'il y a tellement de choses qui peuvent être faites à tous les niveaux et j'encourage donc les gens à y réfléchir et de voir comment ils et elles peuvent traiter avec les élus de tous les ordres de gouvernement pour faire avancer la cause. Merci, Ramsey. Oui, la politique municipale nous préoccupe cette semaine. Certains d'entre nous sommes contents, d'autres, mais bon. Graham, à vous. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour ce qui est d'enchasser le droit à l'alimentation au niveau fédéral.
Ça devrait être dans les différentes conventions nationales et internationales. Mais en fait, ce qui est très intéressant, pour ne pas dire capital, c'est que moi, j'habite dans un tout petit village à Qualicum Beach. On est sommes environ 9000 âmes et on vient d'avoir des élections municipales. Et par chance, on a pu écarter les gens qui posaient problème, qui nous empêchaient d'avancer. Alors, ça là me ramène à l'époque où j'habitais à Regina, au tout début des années 80, puis ensuite vers la fin des années 80, où, et cela nous amène à la prochaine question, mais nous étions d'avis que la municipalité, la ville de Regina, avait un rôle à jouer pour ce qui est de s'attaquer à la faim chez les enfants. Et nous avons donc persuadé la ville à mettre sur pied son propre groupe de travail pour se pencher sur la question. Et Regina a ensuite fait pression sur le gouvernement provincial, qui était vraiment de la droite et a eu un certain succès. Alors, pour ce qui est de cette ressource dont vous parlez, Madison, ça m'intéresse. À Qualicum Beach, on n'a pas une politique sur l'alimentation et il me semble qu'on en a besoin d'une. Et là, je commence à croire, maintenant qu'on aura un nouveau conseil municipal, bon, là, je joue un peu de politique personnelle, mais je crois que finalement, c'est ce dont il retourne à l'échelle locale. Il nous faut porter attention à ces terres qui sont nôtres, le zonage. Bon, là, je parle des terres de la Première Nation Qualicum. Il y a de nombreux enjeux là qui sont imbriqués dans la politique municipale. Et puis, vous savez, tout ça, c'est lié au zonage pour ce qui est du prochain développement immobilier. Alors, il faut intervenir à ce niveau. Merci, Graham. C'est bien d'entendre les différents panélistes et se compléter les uns les autres. Et je vois qu'il y a de l'enthousiasme dans la boîte de clavardage. Merci beaucoup. Ma prochaine question pour vous, je crois que nombreux sont les panélistes qui en ont parlé, comme quoi c'est le revers de la médaille. Quel est le rôle des intervenants en matière de sécurité alimentaire? Quel est le rôle que l'on joue pour veiller à la stabilité alimentaire? Ramsey, on commence avec vous. Vous devez dire... Pardon, je n'arrivais pas à désactiver ma sourdine. Désolée. Je mettrai mes coordonnées dans la boîte de clavardage sous peu. N'hésitez pas à communiquer avec moi, le cas échéant. Donc, pour répondre à la question, nos organismes doivent prendre la représentation là, au sérieux et ajouter ça à nos plans de travail, à nos budgets. Mais il y a aussi bien des choses que l'on peut faire par ailleurs, c'est-à-dire réfléchir à la durabilité au niveau organisationnel. Est-ce qu'on contribue ou on nuit au processus? Et il y a les enjeux, bien sûr, sociaux, mais aussi environnementaux. Et c'est quelqu'un qui, dans la boîte de clavardage, a parlé de l'emballage que l'on utilise. Il y a une foule de choses que l'on peut faire comme organisme. On a aussi une certaine influence que l'on peut exercer au sein de la communauté. En tout cas, c'est le cas à Perth. Nous avons quand même pas mal de capital social dont on peut faire la promotion. Et cela aura bien sûr des conséquences, j'espère pour le mieux, pour toute la collectivité. C'est changer de mentalité, pas seulement essayer là, de tenir le coup, de se maintenir à flot, de toujours être en mode rattrapage. Je pense qu'il faut se mettre à planifier, à réfléchir pour pouvoir faire du mieux que l'on peut pour nos collectivités, en assurant que nos programmes ont les ressources voulues, en demandant davantage de notre collectivité pour nous soutenir dans les efforts que nous déployons. Merci, Ramsey. Oui, c'est ça. Il faut éviter cette mentalité de la rareté dont on a entendu parler notre conférencière invitée. Graham, à vous. Bon, quelques petites choses à ajouter pour ce qui est des parties prenantes ou des intervenants. Un document qui pourrait vous intéresser, et ça revient encore une fois à l'organisme agricole et alimentaire des Nations unies, le
ligne directrice publiée en 2004, parce que là, on dit clairement qui sont les parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Je crois que nous pouvons parler de nous-mêmes comme étant la société civile, mais il y a aussi lieu de réfléchir à savoir qui sont les grandes parties prenantes et quel est le rôle qu'elles jouent. Est-ce qu'elles sont responsables des problèmes que nous avons présentement? Est-ce qu'elles ont donné ou gêné? Si on pense à ces chaînes d'approvisionnement, n'en plus finir, et les intérêts corporatifs, on peut évidemment voir tout ça dans le contexte canadien, bien sûr. Alors, les banques d'alimentation sont la solution de dernier recours et c'est le cas depuis de nombreuses années. Et je pense qu'il faut régler cette question-là. C'est important. Alors, c'est Ramsey qui l'a bien dit pour ce qui est de la représentation ou la défense des intérêts, si vous préférez, et quel est le rôle que l'on devrait jouer en la matière. Une chose qui a été oubliée, parce qu'il y a bien des gens qui sont ignorants, dans le sens qu'ils ne sont pas informés. C'est-à-dire, pour ce qui est de la société civile, tous les 5 ou 6 ans, le gouvernement canadien doit faire rapport aux Nations unies sur les droits sociaux, économiques et culturels, et ce, dans le contexte du droit à l'alimentation. Et lorsque le gouvernement prépare son rapport, et quand je dis le gouvernement, je ne dis pas seulement le gouvernement fédéral, mais les gouvernements provinciaux et territoriaux, ils ont le mandat de consulter la société civile. Il faut donc que les organismes de la société civile soient là pour commenter le tout, parce que ces enjeux sont communiqués aux Nations unies, sur la scène internationale, c'est revu par d'autres. Donc, ça nous permettrait de faire de la représentation. Mais nous, de la société civile, eh bien, trop souvent, on n'est pas au courant, parce que vous pensez bien que les gouvernements ne vont pas le crier sur tous les toits. Donc, il nous faut nous informer, puis il nous faut représenter, défendre nos intérêts devant la Commission des droits de la personne. Ce sont des parties prenantes de tout premier ordre, l'idée étant d'établir un certain équilibre dans la vie socio-économique et de leur faire part de ces enjeux qui nous perturbent. Est-ce que vous m'entendez? Madison, vous m'entendez? Je pense que Madison est disparu. Et il faut désactiver la sourdine. Sinon, on ne vous entend pas. Bonjour, mes excuses, dit Madison. Courtney, voulez-vous réagir à votre tour? Bon, je suis tout comme Graham et Ramsey, quand je pense de durabilité, je pense à l'économique, à l'environnemental, l'éthique, et j'ajouterais même les motifs dans tout ça. C'est un thème qui se dégage des différentes banques d'alimentation de la région. Pour le comté de Simcoe, il faut se réunir pour partager sur le travail que l'on fait. Et c'est vraiment incroyable d'avoir 15 organismes aussi formidables qui partagent les progrès réalisés. Mais vous savez, l'épuisement est un phénomène qui est bien ancré, là. Alors qu'on travaille avec les gens qui vivent dans la pauvreté pour leur venir en aide, puis de leur dire, en plus de ça, vous devez faire de la représentation et changer les systèmes, eh bien, il faut se demander s'il y a encore la capacité pour en faire autant. Voilà donc qui était essentiel, à savoir qu'est-ce que l'on peut retenir pour nos organismes, comment prend-on soin de nous-mêmes dans tout ça. Et moi, je suis sur le terrain et ce que je veux, c'est obtenir le financement voulu pour pouvoir la faire, cette représentation. C'est parce que c'est tellement important pour pouvoir faire avancer la cause, par opposition à faire ça à un moment perdu, comme ça se produit trop souvent pour les plus petits groupes. Et c'est ce qu'on a vu, nous, en tout cas, avec la trousse pour les élections municipales. Nos partenaires clés nous ont dit on aimerait bien pouvoir en avoir fait autant, mais on n'a tout simplement ni le temps ni l'argent.
Donc, il faut se donner les moyens de le faire. Autre chose qui me vient à l'esprit, eh bien, les communications. Il faut communiquer tout ce travail que l'on fait. J'ai vu une présentation tout récemment de T. Gordon qui font de la commercialisation pour la cause. Et il parlait de la santé publique et il a dit, vous êtes tellement ennuyeux, vous voulez tout dire ce qu'il y a à dire et votre message est perdu dans tout ça. Je ne l'ai jamais oublié parce que nous tous autour de cette table savent quels sont les problèmes et les solutions. Mais comment est-ce qu'on s'y prend, nous, pour le communiquer à ceux qui n'y croient pas à nos efforts? Donc, comment communiquer le travail que l'on fait, en raison de quels problèmes, les solutions envisagées, l'incidence que l'on peut avoir? Merci beaucoup, Courtney. Je crois que le réseau de la Banque d'alimentation d'Ottawa, eh bien, nos membres comprennent tout à fait ce que vous dites pour ce qui est de l'épuisement et qu'il faut faire davantage. Alors là, on commence à manquer de temps. Et la réponse de Courtney, eh bien, nous amène à la prochaine question. Quelle est la valeur de l'action collective pour ce qui est de bâtir des systèmes qui veilleront à la sécurité alimentaire? Graham, on commence avec vous. Ben, je crois que c'est essentiel. Je crois que nous sommes dans une situation d'amnésie collective, pour ne pas dire dans le déni quant aux enjeux du jour. Cela étant, j'ai constaté, alors que je me suis éveillée ce matin, j'écoutais les nouvelles Radio-Canada et on avait une annonce, Banque d'alimentation Canada venait de lancer son programme sur le programme pour nourrir la population. Bon, 40 ans plus tard, là, c'est toujours la même chose que l'on entend. On en parle comme si c'était une toute nouvelle crise. Et pourtant, ce ne l'est pas. La faim, ce n'est pas tout nouveau. J'ai l'impression qu'on est en boucle, là. On n'a toujours pas brisé ce cercle. Alors, comment se fait-il que l'on ne soit pas en colère? Comment se fait-il que l'on ne soit pas en train de traiter avec nos gouvernements et nos politiciens et les partis politiques, comme quoi il faut prendre ces questions-là au sérieux. La faim dans le monde, c'est sérieux. Et je pense que ça tient peut-être au fait que c'est très complexe et que nous travaillons isolément, en silo, et dans le contexte gouvernemental et dans la société civile également, d'ailleurs. Il y a lieu de commencer à travailler ensemble, de rassembler les écologistes, ceux qui sont des soins de santé, ceux qui sont de la politique sociale, les syndicats, etc. C'est très important de rappeler tout le monde sous le même chapiteau. Je peux revenir à la Banque d'alimentation en Colombie-Britannique. Dans les années 80, les syndicats jouaient un rôle de premier plan. C'est intéressant ce qu'ils semblaient dire, qu'ils ne préconisaient pas le système américain, mais plutôt que d'invoquer les droits et la négociation collective pour ce qui est de nourrir les différents membres de la société civile. Donc, il faut réunir tous ces différents systèmes. Une autre idée qui m'est venue à l'esprit, dans les années 80, je crois qu'on a eu une commission royale, c'est le rapport McDonald sur l'économie qui a mis de l'avant le néolibéralisme. Sans doute qu'il nous faut une commission royale d'enquête sur les filets de sécurité sociaux. Voilà ce que j'en pense pour l'instant. Merci, Graham. C'est vrai que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Courtney, on vous écoute. Il nous faut une approche globale face au problème pour pouvoir identifier les différents facteurs et comment le tout est intégré. J'aime bien les jeux de société
Et ça me rappelle un peu cela, où tout le monde travaille ensemble pour atteindre un but. Je reviens à la présentation que l'on a entendue ce matin et le nombre de secteurs qui doivent participer à cette conversation. Je pense souvent à l'agriculture, par exemple, et le système lui-même. Il y a tellement de problèmes liés à la production agricole et pourtant, ces gens-là doivent être à la table. Ils doivent avoir ces conversations avec nous. Ce ne sera peut-être pas des conversations faciles, je peux vous le dire d'expérience au comté de Simcoe, mais ce qui en ressort, c'est l'impact collectif et les partenariats robustes qui sont en place. Et ce que l'on veut, c'est échanger et que ça compte avec les différents partenaires. On a eu la chance d'avoir droit à un petit exposé de l'équipe de Ramsey il y a quelques semaines pour ce qui est d'un accès digne aux banques d'alimentation. Les gens ont retenu ce qui suit. Comment peut-être ralentir la cadence et avoir des conversations qui sont concluantes. Et donc, on ne veut pas seulement parler aux gens des grandes organisations, mais qu'en est-il des gens qui vivent dans la pauvreté ou qui souffrent d'insécurité alimentaire? Il ne faut pas les laisser pour compte. Ramsey, à vous? Eh bien, c'est une question tendancieuse. C'est le moins que l'on puisse dire. Je veux bien mordre à l'hameçon. C'est certainement la seule façon que l'on va pouvoir changer les systèmes, changer la situation en travaillant ensemble. Et moi, ce qui m'est venu à l'esprit avec la question, eh bien, c'est la question pérenne. Et notre conférencière invitée l'a dit ce matin, qu'en est-il de l'insécurité alimentaire et du gaspillage alimentaire? Si vous regardez qu'une pièce du casse-tête, vous pouvez en arriver à des conclusions que, bon, on a de belles solutions pour la sécurité alimentaire, puis on a, bon, l'autre pièce, c'est ceux qui ont cette sécurité alimentaire. Eh bien, ce qu'il faut, c'est de prendre du recul et puis avoir une vue d'ensemble pour voir comment ce que l'on fait dans un cas se répercute sur tout le reste. Alors, il faut essayer de s'attaquer à cette question du gaspillage alimentaire. Est-ce que, en faisant telle ou telle chose, est-ce que cela va régler le gaspillage alimentaire? Non, je ne crois pas. Je pense que ça se produit un peu plus tôt dans toute la chaîne d'alimentation. Donc, c'est très important. Vous savez, il y a bien de belles choses qui peuvent ressortir de la collaboration. J'aime bien entendre parler de ce que fait la Banque d'alimentation d'Ottawa. J'ai beaucoup retenu de la conversation que l'on a eue ce matin. Le réseautage, le rôle que vous faites, vous, de la Banque d'alimentation, où vous sortez, en fait, de votre cadre propre, enfin, tout ce que vous faites pour essayer de rassembler les gens, pour partager les ressources. Bon, c'est facile de parler d'abondance et non pas de rareté, mais les gens, manifestement, ont été stimulés par la conversation, à en juger les commentaires dans la boîte de clavardage. Vous savez, la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est partager nos ressources. On ne peut pas tous avoir un coordonnateur de la représentation ou il faut peut-être s'adresser à Centraide, dire ça nous prendrait un coordonnateur. Donc, travailler en collaboration, faire une mise en commun de nos ressources pour en tirer le maximum. Je pense que la communication de Madison est instable et qu'on la perd régulièrement. Oui, et c'est ça. Je suis désolée. Merci, Ramsey. Ce que j'ai entendu, c'était formidable. On aimerait bien parce qu'on est dans l'Est de l'Ontario, on aimerait bien traiter avec votre groupe davantage pour voir ce que l'on fait chacun. Et on veut quand même réserver un petit temps aux questions et réponses. Mais une dernière question. Eh bien, on voudrait finir cette séance sur une note positive. Donc, on va faire un genre de tour de table rapidement, en une ou deux phrases. Quelles sont les mesures concrètes que l'on peut prendre individuellement ou collectivement pour mettre en place la sécurité alimentaire? Alors voilà, en bref, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Courtney? Bon, individuellement,
il faut voter, et il faut porter volontaire, et il faut être ouvert à la formation et faire attention à ses préjugés, parce que cela fera de vous un partenaire plus robuste. Collectivement, avoir une mission, un énoncé, une mission très claire. C'est difficile quand on a différentes parties prenantes de différents secteurs qui se retrouvent tous à la table avec des programmes différents. Donc, il faut tirer tout ça au clair d'entrée de jeu. Il faut mesurer, évaluer l'incidence qui est vôtre. C'est tellement important, que ce soit pour le financement ou changer les attitudes, les comportements. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'on sait que la nourriture, c'est politique, c'est une passion et que c'est aussi la profession de certains. Ça peut donc être beaucoup de travail. C'est le commentaire que l'on a entendu l'an dernier et il faut parler à ceux qui sont bien sûr à l'avant-scène, mais il ne faut pas oublier ceux qui sont dans les coulisses, qui travaillent avec vous quand les temps sont durs, parce qu'ils peuvent être durs. Merci beaucoup, Courtney. Graham. En bref, quelles sont les mesures que l'on peut prendre individuellement et collectivement? Eh bien, moi, je pense qu'il faut insister sur le fait que l'alimentation est un besoin fondamental et un droit fondamental. Il faut donc traiter avec les différents gouvernements et souligner le fait qu'ils ont négligé leurs obligations au terme du droit international. Je crois qu'il nous faut, et je sais que je n'en parle pas tellement du point de vue individuel, mais il n'empêche qu'il faut être ouvert à en savoir plus, à savoir où l'on en est sur la scène internationale et quelles sont les ramifications pour le Canada. Question de veiller à ce que les gens puissent nourrir les leurs. Et pour revenir à cette question de cet examen périodique des Nations unies, il nous faut un militant, une militante qui suit ça de très près. Et pour ce qui est de soulever ces questions, oui, bien sûr, au niveau municipal, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Je suis membre, et je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais membre d'une organisation qui s'appelle The Global Solidarity Alliance Food Health Social Justice, qui rassemble des gens qui s'intéresse aux banques d'alimentation aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Nous avons des rencontres mensuelles à savoir dans quelle voie il faut s'engager. Je ne l'ai pas mis dans la boîte de clavardage, mais je pourrais vous envoyer de l'information à ce sujet. Ça pourrait vous servir parce qu'il y a une discussion là, qui se passe à un autre niveau, il est primordial, je dirais, d'avoir. J'aime beaucoup ce que j'entends et j'aimerais ajouter tout simplement qu'il faut créer et appuyer des systèmes autres, réfléchir à notre façon de faire par opposition au système du marché pour ce qui est de coopératives, de jardins communautaires. Bon, il n'y a pas de panacée, il faut différentes approches, mais plus on montre qu'il y a différentes façons de bâtir la communauté, pour ce qui est de nourrir la communauté, bien mieux ce sera, que ce soit individuellement ou collectivement. Et je demande aussi aux gens de faire individuellement et collectivement, c'est de contester le récit, comme Graham l'a fait valoir. On dit la même chose depuis 40 ans. C'est difficile de ne pas s'engager dans cette voie. Et je dois vous dire que parce que je suis un organisme d'accès et de distribution des aliments, le gros de notre argent, le gros de nos ressources sont consacrés à cela, et tout en disant ce n'est pas la solution. Ce qu'il nous faut, c'est des spécialistes de la communication. Difficile de communiquer le tout. Trop souvent, on dit c'est difficile à communiquer, c'est un peu compliqué. Donc, on va tout simplement, qu'on veut mettre fin à la faim. Les gens vont comprendre et vont nous donner de l'argent pour mettre fin
à la fin. Écoutez, il faut arrêter d'en faire comme ça. On le fait depuis 40 ans, sinon plus, et ça ne donne rien. Alors, j'encourage les gens individuellement, collectivement, à contester ce récit, trouver un récit autre, peut-être un peu plus nuancé, un peu plus complexe, mais au moins ce sera du vrai. Alors, on ne veut pas tout simplement augmenter les ressources pour nourrir les gens. Il faut faire davantage. Merci à nos 3 panélistes. Nous avons environ 5 minutes pour vos questions. Alors, Amy, si vous pourriez nous faire part des questions que l'on voit dans la boîte de clavardage. Alors, peut-être qu'un panéliste pourrait répondre à une question. Très bien. Non, jusque-là, il n'y a pas de questions, figurez-vous. Peut-être patienter quelques secondes, voir si quiconque voudrait ajouter quoi que ce soit. Au début, il y avait un commentaire pour ce qui est qu'il faut cesser de parler du revenu parce que cela peut poser le défi de la rareté. Je trouve ça intéressant et j'aimerais bien explorer davantage. Ma réaction spontanée, c'est qu'on vit dans un système de marché et c'est ainsi qu'on obtient nos denrées. On pourrait encourager la production de produits alimentaires, mais il faut l'espace pour le faire, le temps pour le faire, les moyens pour le faire. Mais même les pratiques de chasse dans les régions éloignées, les régions rurales, vous savez, ce n'est pas donné non plus. Il y a du travail intéressant qui se fait pour ce qui est d'investir dans la chasse, par opposition à investir, à expédier des aliments vers le nord du pays. On obtient de meilleurs résultats si on investit dans la chasse, mais il leur faut quand même de l'argent pour acheter le nécessaire pour se livrer à la chasse. Difficile de s'éloigner du système des marchés, mais l'argent, c'est sûr que ça y est pour beaucoup. Merci, Ramsey. On a encore le temps d'une question, peut-être? Oui, nous avons une question. Si Graham pourrait identifier le nom de cette alliance de nouveau, s'il vous plaît? Certainement. Donc, c'est l'Alliance Solidarité mondiale pour la justice alimentaire et sociale. Vous pouvez chercher Google. Sinon, écrivez-moi à graham.riches@ubc.ca et je serai ravie de partager cette information avec vous. Je vous lance cette invitation à tous et toutes. Parfait. Merci beaucoup, Graham. Et j'aimerais ajouter, si je puis, si vous voulez vraiment vous engager, bon, je sais que ce dont je vous parle, ce n'est qu'un volet de la conversation, mais il y a tout un débat là qui rage présentement au Royaume-Uni et c'est hautement politisé. Et en fait, si vous regardez ce qui se passe en Écosse, eh bien, en Écosse, on a annoncé un examen des banques d'alimentation si on en a vraiment besoin. Ça, c'est le gouvernement écossais là, qui a décidé de se livrer à l'exercice. Il faut savoir ce qui se passe autour de soi, c'est-à-dire dans les autres pays de l'OCDE, parce que le modèle des banques d'alimentation a été exporté depuis les États-Unis, je dirais depuis 1967, et vers le Canada, et ensuite vers l'Europe et à l'international. Et en fait, il y a des banques d'alimentation partout dans le monde. Alors, on dirait que les États-Unis ont leur propre institut de formation pour les banques d'alimentation. Donc, c'est un enjeu international. Alors, ce n'est pas pour dire qu'on ne peut rien y faire, mais plutôt, comme on l'a dit ce matin, plus on se renseigne, plus on en sait sur ce qui se passe. Et moi, j'ai certainement beaucoup appris ce matin à savoir ce qui se passe pour ce qui est de la sécurité et la viabilité dans les collectivités. Et mieux, ce sera et peut-être qu'un jour, on trouvera un politicien qui aura un certain standing, qui va vouloir faire de cette cause la sienne. Si on peut faire ça au Canada, ce serait une fort bonne chose. Je pense qu'un de vos intervenants en a parlé. J'espère qu'il rentrera en politique plus tôt que tard parce que je crois que c'est là qu'on verra des changements. Merci beaucoup, Graham. J'espère que des personnes ici dans cette salle se sentent inspirées. Espérons bien sûr que cela va susciter la discussion. Alors, vous aurez
Bien sûr, 10 minutes pour en discuter parce que nous allons aller dans des salles de discussion. Alors, qu'est-ce que vous avez tiré de ces séances et comment pouvez-vous utiliser ces connaissances dans votre travail? Alors, vous aurez 10 minutes et on reviendra pour en discuter pendant 5 minutes et par la suite, nous prendrons une pause pour le repas du midi. Alors, voyons si on peut envoyer les gens dans les salles de discussion. Hello, everyone. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. J'espère que vous avez eu l'occasion d'établir de nouveaux rapports et de pouvoir absorber l'information que vous avez entendue ce matin et pendant cette séance. Alors, nous vous invitons à partager dans le clavardage ce que vous avez tiré comme leçon et ce que vous allez appliquer pour l'avenir. Alors, nous allons pouvoir partager un peu avant d'aller pour la pause du midi. Je me demande si je peux intervenir et donner un thème général et d'autres vont peut-être en parler dans le clavardage. Mais pour valider les sentiments qu'ont les gens, il y a un peu de découragement à savoir que ce problème est de taille. La reconnaissance également qu'il faut un changement systémique. Alors, j'aimerais valider un peu ces sentiments. Les gens se sentent un peu dépassés car ils croient que l'enjeu ou la question est si grande. Comment pouvoir avoir ce soutien pour avoir ces répercussions collectives? Je pense que dans notre groupe, ça a été une grande part des discussions. Merci, Courtney. C'est vraiment vrai. Et parfois, il faut reconnaître que lorsque c'est trop, il faut prendre une pause. Beth a dit qu'il faut un groupe de bénévoles qui puissent défendre nos intérêts auprès du gouvernement. Oui, c'est vrai, les bénévoles sont une ressource incroyable. Parfois, ils ont des liens et des connaissances qu'on ne sait pas. Et on s'en rend compte après, les gens se sentent à capacité parce qu'il y a plus de volume de travail et une réduction des ressources. Oui, l'habilitation, c'est essentiel pour que les gens puissent semer leurs propres aliments et de leur donner des espaces pour cette culture. Les priorités, le changement climatique notamment. J'ai vu dans le clavardage un peu plus tôt ce même commentaire. Les organisations qui appuient le changement systémique, par exemple le Conseil, sont bien peu connues par les banques alimentaires. Alors peut-être qu'on peut se tourner vers cette ressource plutôt que d'autres ressources. Alors, montrer aux gens comment cuisiner des aliments qui sont inconnus ou qui sont peu connus par certaines personnes. Les centres communautaires, comment peuvent-ils être intégrés dans la fourniture d'alimentation? Merci à tout le monde. Vraiment, merci à tous nos panélistes, à tous les participants. J'espère que tout le monde a pu en tirer quelque chose. Moi, j'ai tiré beaucoup de leçons de ces séances. Alors, nous allons prendre une pause repas et nous allons revenir à 13h15. À ce moment-là, il y aura une séance de méditation de tambour autochtone. Vous n'allez pas vouloir rater cela. Vous pouvez revenir à 13h15 si vous avez des problèmes techniques et un grand nombre d'entre nous avons ces problèmes. Veuillez utiliser le clavardage qui se trouve à la droite de la page et vous allez pouvoir contacter les techniciens. Vous avez leurs coordonnées dans vos documents. Alors, on vous prie d'aller prendre une marche, de vous étirer. Il fait beau ici à Ottawa, plutôt que de prendre l'heure pour répondre à des messages ou à des courriels. Alors, merci et bon après-midi.